Uryu Kamiate est un étudiant qui essaie d'entrer en école de médecine. Après avoir été recueilli par le prêtre en chef, il découvre qu'il doit épouser l'une des 3 sœurs prêtresses s'il veut hériter du sanctuaire Amagami, vers lequel il se dirige à cet instant. Selon Uryu, le mariage est l'une des connexions qui lie les humains, comme un fil du destin, tout comme les liens que nous partageons avec nos amis et notre famille, et maintenant avec la nouvelle vie qu'il est sur le point de commencer. En entrant dans le sanctuaire, plongé dans un livre, 2 visiteurs commentent entre eux que ce garçon doit probablement prier pour réussir un examen. Mais Uryu ne compte pas sur une intervention divine pour atteindre ses objectifs, car il ne croit même pas en Dieu. Lorsqu'il ouvre la porte et appelle quelqu'un, il n'y a aucune réponse, alors il se met à explorer les pièces de la maison à la recherche de signes de vie pour l'accueillir. En théorie, le prêtre en chef devrait être assez âgé, alors peut-être qu'il n'entend pas de loin. Mais alors que Uryu traverse l'endroit, il entend des voix féminines derrière une porte et décide de ne pas l'ouvrir, ne voulant pas passer pour un pervers. Pourtant, juste au moment où il pense cela, 3 jeunes filles apparaissent, vêtues de peu d'habits. L'une d'entre elles lui tend la main, car il est tombé à la renverse sous le choc. Mais comme il ne réagit pas, les filles retournent dans leur chambre, et Uryu décide de faire comme s'il n'avait rien vu. Cependant, les filles reviennent, cette fois entièrement habillées, et la rousse est furieuse, prête à se venger du garçon insolent en lui jetant du sel pour le purifier. La fille aux cheveux noirs pense qu'il faudrait plutôt s'occuper du garçon, maintenant qu'il saigne, tandis que la fille aux cheveux bleus est surprise que des gens aient encore des saignements de nez quand ils sont choqués. Une fois le choc initial passé, les 4 se rassemblent, et Uryu explique qu'il va désormais vivre ici, et dit qu'il est ravi de rencontrer les prêtresses. La rousse, cependant, demande si son plaisir vient du fait d'espionner des jeunes filles innocentes en train de se changer. Bien que Uryu essaie de justifier que c'était un accident, elle ne lâche pas prise et reste furieuse. Mettons cela de côté, il demande où est le prêtre en chef. La fille aux cheveux noirs, visiblement la plus accueillante, l'informe qu'il n'arrivera que demain et se présente comme Yae Amagami, assurant au garçon qu'il peut compter sur elle, étant l'aînée à 20 ans. La fille aux cheveux bleus intervient en disant que Yae est peut-être la plus âgée, mais aussi la plus enfantine. Quant à elle, étant la plus jeune, Asahi Amagami, elle s'attend à être choyée par Uryu et traitée comme une petite sœur, car elle n'a que 14 ans. Enfin, Yuna Amagami, âgée de 17 ans, déclare qu'elle n'a toujours pas accepté l'intrus comme membre de la famille, car elle n'aime pas l'idée qu'un homme vive ici. Uryu se moque de son opinion, car il est venu pour étudier, pas pour jouer à la famille. Avec son livre de vocabulaire anglais, il veut juste de l'espace pour se concentrer sur la lecture, rien de plus. Voyant cela, Yuna se lève et promet de surveiller l'étranger, disant qu'il ferait mieux de se comporter s'il veut manger, et elle se trompe intentionnellement sur son nom pour l'agacer, le laissant visiblement frustré. Ensuite, Yae lui montre sa nouvelle chambre, qu'elle a personnellement nettoyée, bien que le placard soit en désordre total. En essayant de sortir le futon du fond, la fille finit par faire tomber tout le bazar sur elle, et Uryu lui sert de coussin. Lorsque Yuna arrive pour voir d'où vient tout ce bruit, elle trouve sa sœur sur le visage du garçon et décide de le punir violemment, en supposant qu'il est bien un pervers. Après tout ce chaos, Uryu obtient enfin un moment de tranquillité pour se concentrer sur ses études. Mais il semble qu'Asahi ne soit pas prête à le laisser tranquille. Elle pense que c'est le moment idéal pour apprendre à mieux se connaître. Cependant, Uryu lui dit de reculer comme si elle était un nuisible offensé. Asahi trouve ridicule qu'une belle fille se fasse rejeter par un garçon, alors elle remet en question sa virilité. Comme il ne répond pas directement, elle cherche un magazine féminin dans la valise du noble garçon, jetant ses vêtements partout. Uryu essaie de l'arrêter, mais il trébuche sur un vêtement jeté au sol et finit par tomber sur elle. Évidemment, Yuna entre à ce moment-là et voit Uryu dans une position compromettante. Naturellement, la rousse lui donne une autre raclée. Un certain temps plus tard, Uryu ne peut plus se concentrer sur ses études, alors il décide de se laver le visage pour clarifier son esprit. En traversant le couloir, il remarque une porte légèrement entrouverte et jette un coup d'œil à l'intérieur pour voir si quelqu'un est encore éveillé. À l'intérieur, il trouve Yuna, endormie sur le sol, sans couverture. Lorsque la fille éternue, il décide de la couvrir, mais elle se réveille au pire moment et suppose qu'il a des intentions malveillantes. Yuna se débat et donne un coup de pied au pauvre garçon, ce qui le fait tomber sur elle. Asahi et Yae se précipitent dans la pièce après avoir été réveillés par le bruit, et on peut déjà imaginer la scène, Uryu est encore une fois sur la rousse. Mais au lieu de réagir de la même manière, les 2 autres filles ferment simplement la porte et s'excusent d'avoir interrompu. Uryu essaie de les convaincre que c'était un accident, mais une fois de plus, il est ignoré. Après un nouvel incident, les 4 se rassemblent à nouveau, et Uryu demande à Yuna ce qu'elle faisait debout si tard. Elle explique que sa sœur fabriquait des talismans à la main, et la rousse le prévient de ne pas toucher au papier, sinon ils perdront leur pouvoir sacré. Uryu demande alors pourquoi elle met autant d'efforts à fabriquer ces talismans pour les visiteurs, alors qu'elle ne gagne même pas d'argent avec. Elle répond que c'est naturel pour elle de le faire. Asahi explique davantage que les 3 sœurs relient les divinités aux gens qui leur prient,
car c'est le devoir d'une prêtresse de donner protection afin que des miracles puissent se produire. Uryu demande ensuite pourquoi toutes les trois portent des cordes rouges, et Yae révèle que ces cordes leur ont été laissées par leur mère, bien qu'elle ne puisse plus la voir depuis qu'elle est décédée. Yuna croit que ces cordes unissent leurs sentiments à ceux de leur mère, et selon Asahi, c'est comme un trésor pour elle. Changeant de sujet, la rousse demande pourquoi le jeune homme est encore éveillé à cette heure-là, ce à quoi il répond qu'il étudie pour entrer à l'école de médecine de Kyoto. Yuna est surprise, pensant qu'il n'était qu'un pervers impoli, tandis que l'aîné l'assure que les divinités du sanctuaire accordent le succès aux examens. De plus, c'est le temps de l'accomplissement des vœux, connu sous le nom de règne des étoiles filantes. Selon une ancienne légende, lors des nuits de printemps, quand les étoiles tombent, si l'on se baigne dans la pluie de poussière d'étoiles, son vœu se réalisera tant que l'on prie les divinités chaque jour. En entendant cela, Uryu rit et dit que c'est ridicule, car les pluies d'étoiles filantes de cette période de l'année sont de petite échelle et se désintègrent dans l'atmosphère avant d'atteindre la Terre. Même si l'une d'elles atterrissait, elle écraserait simplement quiconque par l'impact. C'est pourquoi Uryu pense que pour quelqu'un de croire à de telles absurdités, son cerveau doit être fondu. En entendant cela, Yuna perd son calme et menace de maudire le nouvel arrivant, et Yae doit la retenir. Le lendemain, Uryu continue de soutenir que les amulettes et les prières ne fonctionnent pas, et puisque le travail d'un prêtre est de relier les gens aux divinités, il ne pourrait jamais s'imaginer dans ce rôle. En voyant Yuna avoir du mal à communiquer avec un enfant en anglais au sanctuaire, il intervient et dit à l'enfant, dans sa propre langue, de prendre le talisman et d'en prendre soin. Après que la petite fille soit partie, Uryu fait remarquer à Yuna qu'elle devrait étudier davantage l'anglais pour mieux accueillir les visiteurs étrangers et il lui propose de l'aider dans ce domaine. Yuna est d'abord agacée, mais finit par admettre qu'il l'a aidée et accepte de travailler sur son anglais. Juste après cela, un fort vent souffle dans leur direction et un oiseau passe, emportant le chouchou que sa mère lui avait laissé. Elle demande à ses sœurs de l'aider à chercher le chouchou, mais l'après-midi se termine et elles n'ont rien trouvé. Les sœurs l'assurent que les divinités les aideront, mais Uryu, lassé de ses discours, dit que les vœux de quelqu'un ne se réaliseront pas simplement parce qu'il prie. Yuna rétorque avec la même intensité que les divinités n'abandonneraient jamais quiconque demandant de l'aide. Après que les filles aient calmé l'argument, Yuna lui dit qu'il ne lui appartient pas d'être ici et s'en va. De retour dans sa chambre, Uryu se dit qu'il est préférable de rester à l'écart de la rousse. Peu de temps après, Asahi et Yae frappent et entrent, mais il n'est pas là. L'aîné trouve une photo de lui avec sa mère. D'après ce que leur a dit leur grand-père, Uryu a perdu sa mère lorsqu'il était très jeune et a grandi dans un orphelinat. En mettant les pièces ensemble, elle suppose qu'il a dû prier les divinités tous les jours, mais son vœu ne s'est jamais réalisé, ce qui explique pourquoi il est athée, croyant que seuls les efforts des gens peuvent changer leur réalité. Asahi plaisante en disant qu'Uryu est similaire à Yuna, car tous deux cachent leurs véritables sentiments, et la sœur du milieu entend cette partie. Pendant ce temps, Uryu faisait tout son possible pour retrouver le chouchou que l'oiseau avait emporté, cherchant une rédemption après leur dispute, mais il n'avait pas de chance. Sale et épuisé, il se souvint des filles priant et demandant aux divinités de les guider. De même, Yuna cherchait son précieux chouchou jusqu'à ce qu'elle voie le jeune homme priant au sanctuaire pour qu'elle retrouve son trésor. Heureuse, elle s'approcha et commenta que parler du vœu à voix haute aide les divinités à l'entendre. Ils s'excusèrent mutuellement, et Yuna dit que, puisqu'Uryu avait montré du respect envers les divinités, il avait rempli les conditions pour vivre au sanctuaire. Yae et Asahi arrivèrent peu après, ayant cherché l'un et l'autre. Tandis que l'aîné était soulagé qu'il soit revenu vivant, la cadette taquina en disant que c'était juste un couple en rendez-vous nocturne. Cette fois, Uryu esquissa un bref sourire et rejoignit les femmes pour rentrer. Il se rappelait que le chouchou était toujours manquant, mais Yae dit qu'il pourrait le chercher plus attentivement plus tard, et puisque Yuna et lui avaient formulé leurs vœux aux divinités, un miracle pourrait se produire. En entendant cela, Uryu remarqua que le ciel avait complètement changé et que les pétales de cerisier volant prenaient une lueur brillante. À ce moment-là, il était certain que c'était la pluie des étoiles filantes, même s'il ne pensait toujours pas qu'il y avait quoi que ce soit de miraculeux là-dedans, considérant cela comme une coïncidence entre les cerisiers et les météores tombant simultanément, créant cet effet. Yuna commenta qu'il était vraiment ennuyeux, et Asahi ajouta qu'il devait être un véritable fléau lors de ses rendez-vous. Quoi qu'il en soit, elles l'encouragèrent à regarder de plus près et à décider par lui-même si cela ressemblait à un miracle, et il admettait que cela le semblait un peu. Avec ça, ils prirent le chemin du retour, et le chouchou manquant fut retiré du nid de l'oiseau et tomba juste sur la tête de Yuna. Le lendemain, Chidori Amagami, le grand prêtre, arriva enfin au sanctuaire et s'excusa pour le retard, profitant de la présence de Uryu pour le mariage. Chidori n'avait plus à s'inquiéter de qui hériterait du sanctuaire après son décès. Uryu fut choqué par cette déclaration, n'ayant aucune idée que cela faisait partie des plans, mais le vieil homme continua d'expliquer que Uryu devrait épouser l'une de ses 3 petites filles. Uryu s'oppose immédiatement et dit qu'il avait seulement prévu d'être un docteur. Chidori lui assure qu'être prêtre est flexible et qu'il peut avoir 2 emplois. Les filles protestent également, mais quand Chidori les ignore, Uryu insiste qu'il n'ira pas jusqu'au bout.
Chidori l'informe calmement qu'il prévoit de le transférer dans une école qui augmenterait ses chances d'entrer dans l'université de ses rêves. En entendant cela, Urui le supplie de pardonner son insolence et lui demande combien de petits-enfants il veut. Chidori rit en s'éloignant tandis que Urui prévoit de trouver un moyen d'échapper à tout mariage indésirable. Plus tard, les filles tiennent une réunion anti-Urui dirigée par Yuna, qui pense que le vieil homme doit être atteint de démence. Les autres filles conviennent qu'il serait bizarre de se marier avec lui à l'improviste, et Yuna ajoute que Urui ne croit même pas en Dieu. Elles se demandent ce qu'elles peuvent faire, alors Yuna propose de trouver un moyen de le chasser de la maison. Après le début de l'opération, Yuna dit à Urui qu'il devra faire des tâches ménagères au lieu de se prélasser. Sa première tâche est la cuisine, donc Yuna lui montre un réfrigérateur plus vide que le cerveau de Urui. Elle pense qu'il n'y arrivera jamais avec ses ingrédients, mais elle se trompe quand il présente un plat digne de Alain Ducasse. Les filles se jettent rapidement sur la nourriture, et bien que le repas soit impeccable, Yuna dit que Urui n'est pas encore tiré d'affaire. Ensuite, il est obligé de faire la lessive. Yuna espère qu'il s'effondrera sous la chaleur du soleil, tandis que Urui se demande s'il est sage de lui donner accès à leurs draps. Étonnamment, Urui ne sourcille même pas en voyant leurs sous-vêtements, et cela devient plus difficile pour les filles de supporter la scène. Après cette humiliation auto-infligée, Urui plie le linge en piles nettes comme si elles étaient neuves. Cependant, Yuna insiste que ce n'est pas encore fini et sort son arme secrète. Urui devra nettoyer la chambre de Yae. La chambre de Yae ressemble à une véritable porcherie, alors Yuna lui souhaite bonne chance pour sa mission. Urui se demande par où commencer, car son nez est assailli par une odeur nauséabonde. Il découvre que la source est des peintures à l'huile, car Yae est une majeure en articles. Urui a failli perdre la vie en cours de route, mais à la fin, il présente une chambre étincelante de propreté. Yae pense qu'après lui avoir fait subir tout ça, il devrait le laisser rester dans la maison, et Asahi ajoute qu'il pourrait aussi avoir besoin d'un homme à tout faire. Quand Urui entend cela, il les remercie pour leur hospitalité de courte durée, mais s'il devait faire des tâches ménagères tous les jours, il ne pourrait pas étudier pour l'école de médecine. À cause de cela, Urui fait ses valises et part pour réaliser ses rêves. Les filles trouvent son départ étrange, mais Yuna insiste que leur plan a dû être un grand succès. Cependant, Yae et Asahi sont tristes de le voir partir. Plus tard, dans le train, Urui est de retour à ses études intensives, tandis que les filles le suivent en cachette. Elle taquine Yuna en disant qu'elle est une sentimentale, bien qu'elle n'y avoir un cœur. Elle se demande pourquoi Urui veut tellement devenir médecin et pense que c'est probablement à cause de sa mère. La filature continue depuis la gare jusqu'à un endroit isolé où le chemin mène à une maison hantée par des corbeaux et des chauves-souris. Yuna s'inquiète que Urui ait prévu de vivre dans les bas quartiers parce qu'elle l'a expulsé, mais Urui les surprend en leur faisant peur. Elle se demande ce que font tous ces enfants, tandis que ces derniers essaient de nommer les planètes sur leur poitrine. Urui leur demande ce qu'ils font là, mais il est interrompu par le propriétaire de la maison, le docteur Mahiro. Ils entrent à l'intérieur, et Mahiro explique qu'elle gère un orphelinat appelé Iseki. Elle remercie les filles d'avoir accueilli un bon à rien comme Urui et dit qu'elles sont trop jolies pour être ses futures épouses. Elle les rassure en disant que Urui a de bonnes qualités et le taquine sur son rêve de devenir médecin à cause d'elle. Urui l'interrompt avant qu'elle ne mentionne ce qu'il fait la nuit, puis il insiste sur le fait qu'il ne retournera pas au sanctuaire ni ne les épousera. Mahiro lui met rapidement la main sur la bouche et le menace en lui rappelant les faveurs qu'elle lui a accordées pour lui obtenir un foyer d'accueil. Les enfants accourent vers Urui pour lui montrer leur grue en papier, et quand Urui est surpris, une autre fille nommée Shirai apparaît. Urui se demande ce qu'elle fait là, mais elle dit qu'elle rendait juste visite. Les filles se demandent qui elle est, alors Urui explique qu'elle est une amie d'enfance qui vivait aussi là. Asahi parie que c'est à cause de Shirai que Urui s'habille comme un garçon, mais Yuna lui dit d'arrêter. Un des enfants montre sa grue en papier aux filles et dit qu'elle est pour sa mère. Soir explique qu'il s'occupe aussi des parents dont les maladies les empêchent de prendre soin de leurs enfants. C'est pourquoi il fabriquait des grues en papier en guirlande à leur envoyer. Les filles trouvent que c'est une excellente idée, mais Urui dit que c'est une perte de temps. Yuna lui dit qu'il a tort et dit aux enfants d'ignorer le rabat-joie pendant qu'elle les aide à fabriquer leurs grues. Après un moment, les filles montrent leurs grues, et c'était un désastre. La grue de Yuna était beaucoup trop complexe, Yuna était trop lente, et Asahi était trop maladroite. Les enfants se rassemblent autour de Urui, disent que les filles sont une perte de planète jumelle, et lui demandent son aide. Urui ne peut pas résister à leurs supplications et les aide à faire 1000 grues en papier. Les filles s'émerveillent de sa compétence, tandis que Urui se lamente d'avoir perdu son précieux temps avec ses enfants bruyants. Cependant, quand il entend un enfant se demander si la grue aiderait vraiment sa mère à aller mieux, cela déclenche un souvenir de son passé. Il prend la grue et la donne à l'enfant, lui assurant que lorsque les médecins verront les charmes, ils feront de leur mieux. L'enfant se réjouit instantanément. Mahiro entre et dit aux filles que Urui est si bon à faire des grues en papier parce qu'il en a plié des milliers pour sa mère. À cause de cela, il est celui qui comprend le mieux les enfants. Les filles réalisent alors que Urui veut devenir médecin à cause des enfants. Shirai ajoute que Urui a toujours été là pour eux quand ils étaient anxieux ou tristes. Mahiro attire l'attention des filles et leur dit de bien prendre soin de Urui. Plus tard,
Les filles continuent de jouer dehors avec les enfants pendant que Mahiru félicite Uryu d'avoir attrapé 3 filles du sanctuaire. Cependant, Uryu se plaint qu'elle voulait qu'il fasse toutes les corvées, rendant difficile l'étude. Mahiru lui dit que Uryu a toujours été capable de faire beaucoup de choses avec ses mains, mais que sa bouche a eu du mal à suivre. Elle l'assure cependant que ces 3 filles sont venues jusqu'ici parce qu'elles tiennent à lui, et qu'il ferait une erreur s'il pensait qu'il n'était pas le bienvenu. Elle lui rappelle alors que lorsqu'il était enfant, il voulait l'aider avec toutes les corvées ou s'occuper des enfants, mais Mahiru lui avait dit qu'elle était heureuse de tout faire elle-même. Uryu sourit et décide de ne plus se plaindre, même si cela signifie tout faire comme elle le faisait. Mahiru approuve et lui souhaite bonne chance. Plus tard, les filles taquinent Uryu en disant qu'il a un faible pour Mahiru, mais il leur dit de se taire et explique qu'il lui doit la vie. Il s'excuse ensuite d'avoir été égoïste et d'avoir quitté la maison de cette manière, et propose de faire toutes les corvées qu'elles veulent. Yuna lui dit qu'elles deviendront paresseuses s'il fait cela, alors elles offrent toutes de l'aider, car ils sont une famille maintenant. Uryu accepte volontiers, mais les filles se révèlent être catastrophiques dans les tâches ménagères. La chambre de Uryu est de nouveau un désordre en moins d'une journée, Asahi ne comprend pas l'utilisation d'une corde à linge, et Yuna pourrait regarder de la peinture sécher plus vite qu'elle ne cuisine. Uryu réalise qu'il n'y a aucun espoir pour ce trio de tête en l'air. C'est alors que Chidori arrive et dit qu'il est heureux que Uryu agisse enfin comme un successeur. Cependant, Uryu prévoit toujours de faire quelque chose à propos de cette histoire de mariage plus tard. Chidori suggère ensuite qu'il devrait avoir un entretien de mariage formel avec chacune de ses petites filles pour renforcer leur lien. Quelques jours plus tard, Chidori vient traîner Uryu pour son premier entretien de mariage. Uryu pense que les sœurs sont tout aussi peu intéressées que lui, jusqu'à ce qu'il voit Asahi jouer son rôle à la perfection. Chidori annonce le début de l'entretien, et Asahi informe Uryu qu'il devra passer la journée avec elle. Chidori les laisse, pour que les jeunes puissent s'amuser. Asahi dit alors à Uryu qu'il devrait profiter du moment tant qu'il dure. Elle s'approche et commence à retirer ses vêtements, ce qui pousse Uryu à prétendre se cacher les yeux. Malheureusement, tout ce qu'il voit, c'est une planche parlante qui veut aller courir. Peu de temps après, Asahi et Uryu se mettent à courir ensemble, et elle explique que courir, c'est comme respirer pour elle. Uryu ne la prend pas au sérieux, puisqu'elle est la plus insouciante des sœurs. Asahi menace alors de le laisser derrière. Uryu, sûr de lui, affirme qu'elle ne pourrait jamais le distancer, jusqu'à ce qu'il se retrouve à moitié mort 5 heures plus tard. Il rentre chez lui, espérant prendre une douche, mais trouve la porte grande ouverte, révélant la poitrine nue d'Asahi. Elle plaisante en disant qu'elle préfère l'air libre, mais Uryu la traite de malade. Le lendemain matin, Uryu se rend compte qu'il a trop dormi et blâme Asahi de l'avoir épuisé. Cependant, Asahi apparaît soudainement dans son lit et lui dit qu'elle aimerait continuer leur entretien avant de le forcer à une session de course matinale. Elle souhaite d'abord acheter une nouvelle paire de chaussures de course. Uryu l'accuse de l'utiliser, mais Asahi lui répond qu'elle doit dire à son grand-père qu'ils ont bien fait l'entretien. Uryu voit que la salle de stockage a subi le même sort que sa chambre, ravagée comme par une tornade, mais Asahi est trop occupée à fantasmer sur le fait d'être enfermée seule avec un garçon. Les dieux de l'intrigue interviennent rapidement et ferment les portes, les empêchant de sortir. Asahi annonce que la porte est vieille et ne s'ouvrira pas facilement. Uryu tente de trouver une solution, quand il remarque qu'Asahi commence à buguer et à agir différemment de son comportement habituellement séducteur. Il se souvient de ce qu'elle a dit dans la salle de bain et devine qu'elle a peur des espaces confinés. Asahi essaie de le nier, mais quand Uryu la voit trembler, il pose sa main sur sa tête pour la calmer. Il lui propose alors de s'agripper à son dos pour se protéger pendant qu'il tente de casser la fenêtre. Plus tard ce matin-là, Uryu parvient finalement à faire un trou suffisamment grand pour qu'il puisse passer. Asahi remarque ses mains meurtries et est touchée par son courage, jusqu'à ce qu'elle réalise à quelle hauteur il se trouve et commence à hésiter. Il se traîne finalement en bas et ouvre la porte pour Asahi, qui a l'audace de le taquiner sur sa phobie. En sortant, Asahi le remercie pour son aide, et Uryu lui dit qu'en y repensant, elle a parfois un côté enfantin. Asahi devient aussi rouge que ses anciennes notes et le nient, mais soudain, Yuna et Asahi arrivent en courant pour lui demander où elle était passée toute la matinée. Asahi leur dit qu'elle a passé une nuit inoubliable avec Uryu, ce qui déclenche la jalousie de Yuna. Le lendemain, Uryu se prépare à affronter Yuna, mais lorsqu'il la voit en mode femme parfaite, il se demande si le monde est en train de s'effondrer. Ils se promènent ensemble, et Yuna agit de manière inhabituellement douce et gentille. Uryu se demande qui est cette personne et ce qu'elle a fait de Yuna, jusqu'à ce qu'il la voie repousser un chat. Plus tard, Uryu demande à Yuna pourquoi elle agit de façon étrange. Soudain, Yuna le pousse et essaie de le séduire, mais Uryu la repousse, insistant sur le fait qu'il ne voulait pas faire des bébés craqués. Yuna finit par retrouver son attitude autoritaire et explique qu'elle ne fait tout ça que pour le bien du sanctuaire. Elle part ensuite cueillir des fleurs, tandis que les autres filles disent que c'était vraiment difficile à regarder. Plus tard, Uryu demande aux filles pourquoi Yuna en fait trop alors qu'elle le déteste apparemment. Les filles révèlent que Yuna essaie seulement de les protéger du sort cruel de devoir épouser le visage pas très beau de Uryu. Apparemment, elle a toujours été comme ça. Uryu demande alors aux filles ce que Yuna aime. Plus tard, il dit à Yuna de se changer pour qu'ils puissent continuer leur entretien.
Il l'emmène ensuite dans un café à chats, et bien qu'elle essaie de nier être une amoureuse des chats en cachette, elle ne peut s'empêcher de faire des petits bruits mignons. Elle suggère soudain qu'ils partent, mais quand Uryu lui rappelle qu'ils viennent d'arriver, elle dit qu'elle ne peut pas se permettre d'être paresseuse. Uryu lui dit que les filles s'inquiètent parce qu'elle se surmène pour le sanctuaire, mais Yuna insiste sur le fait que c'est sa mission. Uryu peut comprendre, mais il lui rappelle que ses sœurs comptent aussi, et qu'elle devrait considérer son temps libre comme faisant partie de sa mission. Il propose d'oublier ses études et de jouer avec les chats pour le reste de la journée. Yuna se détend alors et commence à s'amuser avec les chats. Plus tard, elle dit qu'elle doit emmener ses sœurs parfois, et Uryu reconnaît que c'est vraiment addictif. Yuna lui lance ensuite une peluche et le remercie de l'avoir aidé à se détendre. Alors que Yuna agit de manière inhabituellement douce et calme, Uryu lui demande si elle a un parasite cérébral qui la ramène à ses paramètres d'usine, ce qui pousse Yuna à lui jeter du sel. Le jour suivant, Uryu attend son dernier entretien avec Yae, mais comme elle prend son temps, il monte à l'étage pour lui demander pourquoi. Il la surprend en train de se changer et s'enfuit en saignant du nez. Quand il demande ce qui prend autant de temps, elle lui assure qu'elle sera prête dans un instant. Une heure passe, et Uryu revient, prêt à lui rentrer dedans, mais il découvre qu'elle n'est plus dans la chambre. Quand il interroge les filles, elles n'ont aucune idée d'où elle est allée, et quand Yuna commence à paniquer, Uryu essaie de deviner où elle pourrait être. Plus tard, Uryu trouve Yae en train de dessiner au sanctuaire Inari et lui demande ce qu'elle fait. Quand Yae lui demande comment il l'a trouvée, il répond que le dessin de renard un peu effrayant lui a donné un indice. Il insiste ensuite pour savoir pourquoi elle a abandonné l'entretien. Yae lui demande alors s'il a vraiment un faible pour elle. Lorsqu'il lui dit d'arrêter, elle lui répond que c'est un secret et lui assure qu'il découvrira bientôt la réponse. Yae propose alors de faire l'entretien au sanctuaire, et il se promène en prenant des photos, agissant comme de vrais touristes. Une fois l'entretien terminé, Yae lui donne un charme pour repousser le mal en signe d'excuse. Alors qu'il s'éloigne, Uryu se demande s'il y a plus à découvrir chez Yae qu'une simple tête en l'air. Mais elle lui demande soudainement qui il a choisi d'épouser. Yae énumère les qualités de Yuna et Asahi, mais pour elle, elle dit qu'elle a quelque chose de beaucoup plus doux et rebondissant à offrir. Uryu est embarrassé et fait un faux pas, tombant en arrière. Sa vie commence à défiler devant ses yeux, révélant des souvenirs qu'il ne reconnaît pas, laissant entendre qu'il épousera les trois sœurs. Il se réveille ensuite et se rend compte que tout cela n'était qu'un rêve. Plus tard, il se dirige vers la chambre de Yae pour découvrir ce qui s'est réellement passé après leur entretien, mais l'idiot ne lui est d'aucune aide. Yuna arrive et gronde Uryu pour avoir dérangé Yae, puis elle l'envoie chercher des gâteaux pour un invité important. Pendant que Uryu est au magasin, il entend des gens parler du prochain festival d'Amagami, mais ils n'ont pas été au sanctuaire depuis longtemps. Quand Uryu revient à la maison, il trouve l'invité important qui leur conseille de mettre le sanctuaire en vente. Chidori présente l'homme aux cheveux blancs comme Miémon, qui est en quelque sorte le mécène du sanctuaire. Miémon explique que, puisque le sanctuaire n'attire plus autant de clients qu'avant, il devra arrêter son soutien financier, mais il leur propose de garder la maison. Lorsque leur mère était encore en vie, elle arrivait à rassembler 1000 personnes pour le festival, mais depuis son décès, ils n'atteignent même pas 30% de ce chiffre. Soudain, le visage de l'homme se ride comme la peau d'un vieux centenaire alors qu'il se moque de leur mère qui s'était épuisée à la tâche. Yuna manque d'éclater de colère, mais ses sœurs parviennent à la calmer. Uryu interrompt rapidement l'homme cruel et essaie de conclure un marché en promettant d'attirer 5000 visiteurs au festival. Lorsque l'homme avertit que ses rêves sont enfantins, Asahi prend sa défense et affirme qu'ils ne sont plus des enfants. Yae demande poliment au vieil homme amer de leur accorder plus de temps, et ils s'inclinent tous pour l'apaiser. Miémon accepte l'accord, mais refuse de leur donner de l'argent pour le festival, ajoutant que s'ils échouent à attirer 5000 personnes, ils devront aussi renoncer à la maison. Après avoir entendu cela, Uryu est surpris d'entendre les filles accepter les conditions avec le soutien total de Chidori. Avant de partir, Miémon leur montre son grave problème de conjonctivite et les avertit de ne pas regretter leur décision. Par la suite, Yuna réprimande Uryu pour avoir provoqué le frère cadet du diable, et les filles essaient de trouver un plan pour réussir. Quand elles remarquent que Uryu a disparu, elles le trouvent en train de feuilleter les anciens registres du festival et se disent qu'il pourrait y avoir une chance de réussir avec cela. Le lendemain, Uryu a l'air épuisé, comme s'il allait devenir un zombie, lorsqu'il informe les filles d'une diminution du nombre de stands au festival. Les filles expliquent que depuis la mort de leur mère, elles se sont éloignées des propriétaires de stands, et Chidori était trop occupée à s'occuper d'elles pour maintenir les relations. Cependant, les filles insistent sur le fait qu'elles sont maintenant assez grandes pour gérer le festival seules. Uryu suggère de recourir au plan B, qui consiste à utiliser les réseaux sociaux pour attirer l'attention des gens. Yuna le rassure en disant qu'elles sont des maîtresses d'Internet. Leur première affiche s'avère horrible, alors Uryu propose de les utiliser comme les filles de la campagne. Asahi se moque de lui pour avoir pensé qu'elles étaient mignonnes, mais Uryu n'a pas honte d'admettre qu'il les trouve jolies. Yuna s'oppose à faire une chose aussi vulgaire en tant que prêtresse du sanctuaire, alors Asahi se porte volontaire, affirmant qu'elle est la sœur la plus mignonne. Malheureusement, elle n'était assez mignonne que pour obtenir un seul j'aime,
probablement de la part du fantôme de leur mère. Comme cela n'a pas fonctionné, elles essaient une photo plus osée de Yuna, mais seulement 2 personnes ont réagi. Frustrée, Asahi se tourne alors vers la taille extravagante de Yae pour attirer l'attention, mais cela n'obtient aucun j'aime, et Uryu a dû se laver les yeux. Uryu souligne qu'elle ne fait pratiquement pas de publicité pour le sanctuaire ou le festival, alors Asahi prévoit d'essayer des photos plus classiques en uniforme de prêtresse. À ce moment, Yuna apparaît et la traite d'échec en tant que prêtresse pour avoir manqué de respect à Dieu. Asahi réplique et insiste sur le fait que c'est Yuna qui échoue en pensant que Dieu est la seule chose importante à considérer. Alors que les filles s'affrontent, Yae apparaît et les avertit de se comporter correctement pour ne pas s'attirer ses foudres. Cependant, au dîner, les filles ne se disent pas un mot, ce qui dérange Uryu. Plus tard, Uryu trouve Yuna en train de pratiquer ses poses de selfie. Il lui demande si elle s'est réconciliée avec Asahi, puis lui montre à quel point Asahi a travaillé dur, en lui demandant si elle pense toujours qu'elle est un échec. Yuna envoie à Asahi un selfie pour demander des conseils, et lorsqu'Asahi lui répond avec enthousiasme, Yuna la prend dans ses bras par derrière et s'excuse d'avoir été désagréable. Les filles se réconcilient, et Yae arrive en courant pour se joindre à ce moment sentimental. Pendant que les filles s'amusent, Uryu prend une photo qui devient virale. Elle continue à créer du contenu vidéo sur le sanctuaire, qui connaît également un grand succès. Grâce à cela, Uryu suggère de passer à la phase 2, qui consiste à créer des articles en édition limitée à vendre. Yae est chargée de concevoir les talismans, mais 2 jours plus tard, Uryu devient presque fou de lui demander les designs. La tête en l'air avait procrastiné tout le temps, mais elle lui assure qu'elle les lui fournira le lendemain matin. Plus tard, Uryu se rend compte qu'ils sont en difficulté, car tout ce que disait Yae était un mensonge. Lorsqu'il vérifie sa chambre, elle est déjà partie. Pendant ce temps, Yae est près de la rivière, observant un drame entre poissons, et c'est en voyant les poissons amoureux qu'elle trouve enfin l'inspiration pour son propre design. Le lendemain matin, Uryu montre aux filles ses designs de talismans de remplacement, mais elles lui disent de continuer à étudier la médecine à tout prix. Juste à ce moment-là, Yae arrive avec le nouveau design, que tout le monde salue immédiatement pour son génie. Yae explique que le design sur le thème de l'amour a pour but d'attirer les jeunes et les célibataires désespérés. Uryu gronde Yae pour avoir été trop indulgent avec son rythme et promet de la surveiller de plus près la prochaine fois, mais les filles le traitent de pervers pour avoir voulu espionner une femme plus âgée. Cependant, Yae se sent reconnaissante qu'il soit prêt à aller aussi loin pour elle. Maintenant que leur succès sur les réseaux sociaux et les nouveaux designs de talismans sont prêts, les filles sont enthousiastes pour le festival, mais Uryu leur dit qu'il leur reste une chose importante à faire. Plus tard, elles se dirigent vers le quartier commerçant de la ville, en cachant leur nervosité. Elles finissent par rencontrer les propriétaires de stands d'autrefois, et Uryu leur demande de les aider à faire du festival un succès. Après avoir expliqué que le sanctuaire avait des difficultés financières, Uryu et les filles s'inclinent pour demander leur aide. À leur grande surprise, les propriétaires de stands sont plus qu'heureux de les aider. Les filles espéraient ne pas imposer, mais les propriétaires expliquent qu'ils discutaient déjà du festival de toute façon. Ils avouent qu'ils étaient réticents à se rendre au sanctuaire depuis le décès de la propriétaire précédente, mais ils n'auraient jamais pensé que le sanctuaire serait en difficulté. Leur famille avait été aidée par les Amagami pendant des générations, ils étaient donc ravis de les aider à protéger le sanctuaire. Uryu et les filles les remercient pour leur aide, puis les propriétaires de stands suggèrent de tenir une réunion stratégique immédiatement. Plus tard, alors que les filles observent Uryu avec les propriétaires de stands, elles se rappellent leur mère. Elles admettent avoir appris tellement de choses grâce à lui et croient enfin pouvoir faire du festival un succès.